bonjour. Il m'est agréable de recevoir Béatrice Bacouche, professeure émérite de l'IPV3, dans le cadre des mardis du LEM, du Laboratoire d'études des monothéismes, et de l'INUMAT, Institut universitaire Maïmonide Averroès Thomas d'Aquin. Je la reçois certes un mercredi, pas dans les mardis du LEM, un mercredi, non pas pour des raisons sanitaires évidentes dans le bel espace de la Société archéologique de Montpellier, mais précisément à l'Institut Maïmonide, dans l'immeuble historique de la Barallerie qui renferme en sous-sol le fameux Miglé de la fin du XIIe siècle. Qu'il soit permis à cet égard de remercier son directeur, Michael Yancou, pour la réalisation de cet enregistrement dans ses locaux. Je connais Béatrice Bacouche de longue date. Je l'avais conviée en 2004, il y a presque 20 ans, à participer à un colloque qui rappelait le 800e anniversaire de la mort de Maïmonide. Publié en 2009 dans la collection de la Nouvelle Gallia Judaica, numéro 4, sous le titre des Thibonides à Maïmonide, rayonnement des Juifs andalous en pays d'Oc médiéval. Elle s'était penchée dans ce volume sur Moïse ibn Thibon, du célèbre lignage, c'est le petit-fils de l'exilé andalou, traducteur prolixe, qui a été actif de 1240 à 1283, dont la première activité s'est produite à Naples en 1246 avec la traduction de l'introduction à l'astronomie hipparchienne de Géminus, mais qui accomplit en fait le gros de son travail à Montpellier à partir de 1254. Rien moins qu'une trentaine de traductions d'œuvres arabes, la moitié de philosophie et le reste en médecine, médecine antique, arabe, juive d'expression arabe, Hippocrate, Rhazès, Avicenne, Maïmonide et sciences exactes. Nos liens se sont resserrés récemment en devenant consoeur de l'Académie des sciences et des lettres de Montpellier. Elle a publié nombre d'ouvrages qui ont été cités dans le feuillet informatif de sa conférence, des ouvrages savants, dont les plus récents en 2016 en tant que co-auteur, qui portent tour à tour sur l'encyclopédie du ciel, chez Lafon, sur sciences et exégèse, bibliothèque de l'EPHE, sur les lectures médiévales et renaissantes du Timée de Platon, Louvain, Paris, Peters, ou sur l'astrologie à Turin, distribuée par Brepols. Mais je tiens surtout à rappeler, dans l'optique de notre propos, l'ouvrage qu'elle a dirigé dès 2003 chez Brepols sur le Picatrix, un traité de magie médiévale, et sa participation au beau volume dirigé par notre ami Daniel Leblévesque sur l'Université de Montpellier et son rayonnement, Brepols 2004, avec un texte justement déjà sur Arnaud de Villeneuve. Aujourd'hui, il est donc question de médecine et astrologie, Arnaud de Villeneuve et les sceaux astrologiques. Si Arnaud de Villeneuve est connu et étudié, l'autre auteur que Béatrice met en parallèle dans son argumentaire l'est un peu moins, Pierre d'Abano, né vers 1250 à Abano près de Padoue, mort vers 1315, qui aurait été le médecin du pape Honorius IV. Vers 1306, il serait venu à Montpellier. Il passe pour fondateur de l'Averroïs Padouan. Tu me corriges si je fais des erreurs. Oui. Mais dans notre perspective, ici à l'Institut Maïmonide, il me plaît de retenir qu'il a traduit surtout des œuvres astrologiques d'Abraham Ibn Ezra, ce célèbre auteur espagnol, 1089 vers 1164, qui, grand voyageur, séjourna longtemps en terre d'Oc, et en particulier à Béziers, où il a écrit vers 1157 son ouvrage, le Sefer Hachem, ouvrage mathématico-philosophique, le livre du nom, sur les noms bibliques et talmudiques de Dieu, dédié à ses mécènes bitérois. C'est intéressant. Et puis, comme c'était un grand voyageur, dans le nord de la France où il se trouva, il a composé ses ouvrages astrologiques. Alors, on va écouter Béatrice avec grand intérêt et attention, l'évoquer ainsi qu'Arnaud de Villeneuve, je me fais des nœuds dans mon texte, sur un thème cher aussi à Nicolas Veil-Parot, abordé dans l'ouvrage précité dirigé en 2004 par Daniel Leblévesque. Ce thème de la magie astrale, utilisant des talismans à des fins thérapeutiques, a été traité également par notre collègue canadienne Geneviève Dumas, j'en ai presque fini. Dans l'optique du judaïsme, je voudrais dire que l'utilisation du sceau du lion, talisman ayant la forme de lion, fait d'un métal particulier enveloppé d'un tissu coloré,
fut préconisé pour soigner les maux de rein, mais aussi bien dans les milieux juifs que chrétiens. Profacius, le dernier des Thibonides, a échangé des recettes vers 1300 avec Armand Goblaise, ce qui avait provoqué le désaveu et même l'ire d'Abba Marie, le rigoriste, connu pour ses positions contre les études profanes et philosophiques, et qui avait dénoncé l'utilisation abusive de l'astrologie en médecine, en rapportant que c'était Isaac de Latte qui l'avait diffusé. Cet usage, j'en ai fini, avait été mis à la mode, je pense, par Arnaud de Villeneuve lui-même, qui avait soigné le pape Boniface VIII de ses douleurs rénales en lui prescrivant, début 1301, de porter, enserré dans une ceinture, un sceau à l'image du lion. Merci Béatrice pour ta participation à ces mardis du LEM, à ce mercredi du LEM, et je te cède la parole avec plaisir. Merci Daniel pour ton invitation et ta présentation. Je rectifierai immédiatement ton propos parce que je ne parlerai que d'Arnaud de Villeneuve. Dans le temps qui m'est imparti, il me paraissait difficile d'aborder les deux auteurs, sinon de courir la poste, et je pense qu'un débit trop précipité peut être contre-productif quand on écoute un conférencier. Et donc mon propos c'est médecine et astrologie, Arnaud de Villeneuve et les sceaux astrologiques. Donc je me propose de parler aujourd'hui d'une figure majeure de la médecine montpelliéraine au Moyen-Âge, Arnaud de Villeneuve, Arnaldus de Villanova. Si comme son nom l'indique, ce médecin n'est pas originaire de Montpellier, mais de Villanueva de Riloca, il est parfaitement intégré dans l'histoire de la faculté de médecine de notre ville, comme l'atteste aujourd'hui le portrait de lui. C'est une huile sur toile datant du XVIIIe siècle qui porte son nom et la date de 1313, date étonnante puisqu'il 2 ans après sa mort, que l'on peut voir accrochée au mur de l'antichambre de la salle du conseil dans les locaux historiques de l'école de médecine. Sa ville. Tu as parlé Daniel, de Pierre d'Abano et un peu un globe-trotteur, et il en est de même en fait d'Arnaud de Villeneuve, et je pense qu'il en est de même aussi de nombre d'universitaires ou de scientifiques à cette époque-là. Des échanges importants avec de nombreuses villes, et en particulier d'ailleurs avec les cours pontificales. Alors la documentation clairsemée sur sa vie ne nous permet de parcourir qu'en pointillé les quelques 70 ans de son existence. À une époque où notre région était rattachée à la couronne d'Aragon, Arnaud de Villeneuve est né vers 1238-1240 dans une localité située au sud-ouest de Saragosse et près de Daroca, en Bas-Aragon. Il mourra en 1311 à bord d'un navire qui devait le transporter vers Avignon. Sa fin est à l'image de sa vie, car Arnaud de Villeneuve s'est révélé un vrai globe-trotteur. Nous ne savons pas grand-chose de sa formation, sinon qu'il est d'abord instruit par les dominicains du couvent de Barcelone, où il apprend les rudiments de théologie, l'hébreu et l'arabe, peut-être le grec. On sait avec certitude que dans les années 1260, âgé d'une vingtaine d'années, il se trouve à Montpellier où il obtient le grade de maître en médecine, magister medicinae. La régence d'Arnaud à la faculté de Montpellier a été longue car dans sa bulle de 1309, le pape Clément V dira de lui « qui olim diu rexit », lui qui a jadis exercé une longue régence, mais sa durée exacte est impossible à déterminer avec précision. On sait simplement par la référence au terme de la bulle qu'à cette époque, il avait perdu depuis longtemps sa condition de maître régent, mais tout de même, et qu'il s'intéressait toujours au devenir des études à la faculté de médecine de Montpellier. On le verra tout à l'heure. En 1300, quand il comparait devant la faculté de théologie de Paris, il se présente simplement comme Ego Magister Arnaldus, Habitator Montis Pessulanus, moi, maître Arnaud de Villeneuve, habitant de Montpellier, sans faire la moindre allusion à une quelconque charge à la faculté de médecine. Sa carrière se partage ensuite entre Montpellier, Barcelone, Naples et les cours pontificales, Rome et Avignon.
Il sera en effet le médecin de 3 papes, Boniface VIII, Benoît XI et Clément V, de 3 rois d'Aragon et de 2 rois de Naples. Au début des années 1280, il est médecin de chambre de Pierre III d'Aragon à Barcelone, où il traduit de l'arabe en latin quelques textes médicaux. Il se lance dans les traductions dont tu as parlé des élites de l'époque. Après la mort de ce roi en 1285, il reste médecin attaché à la maison royale, mais séjourne aussi dans d'autres villes. Dès le début des années 90, Arnaud commence parallèlement à ses activités médicales à rédiger une série d'écrits de propagande spirituelle, en accord avec les spéculations eschatologiques répandues en Languedoc, mais qui lui vaudront la prison à Paris et ailleurs. Sa réflexion religieuse suscite de multiples polémiques et il se heurte en particulier aux dominicains. C'est à Paris en décembre 1299 que commencent ses ennuis avec l'autorité ecclésiastique à cause de son traité De Adventu Antichristi sur l'arrivée ou sur l'avènement de l'Antéchrist. On le retrouve début mai 1301 à la cour du pape Boniface VIII, dont tu as parlé à l'instant, qui, après l'avoir fait emprisonner, finalement exploite ses services et finit par résoudre ses problèmes, en tous les cas, avec l'autorité juridique. Arnaud reste à Rome jusqu'à la fin du mois de mars 1302, avant de regagner la Catalogne et de continuer à voyager à son habitude. Nous y reviendrons de toute façon à ce passage. Il séjournera à Marseille, en Sicile, où il gagne l'amitié de Frédéric II, à Montpellier, de nouveau à Barcelone, mais aussi à Avignon. Il est en effet appelé à conseiller le pape d'Avignon Clément V assez tard, lorsqu'il promulguera la bulle de 1309 précisant les œuvres à étudier à la faculté de médecine de Montpellier. Comme son illustre prédécesseur dans le monde latin, le médecin grégalien, Arnaud laissera plus de 50 textes médicaux, traités universitaires ou textes de médecine pratique. Son œuvre, et au-delà sa figure professionnelle et morale, s'impose par leur ampleur dans le monde scientifique et politique de son temps, précise Donatella Nebial, qui ajoute « L'une des expressions les plus accomplies et en est sans doute sa bibliothèque. Riche d'environ 200 manuscrits, elle a été l'une des plus importantes collections privées de l'époque. Pourtant, son étude approfondie reste à faire car les documents sont rares, dispersés et d'accès difficile. Grâce en particulier aux travaux de Juan Paniagua, nous arrivons aujourd'hui à cerner de plus près son œuvre médicale et de séparer en fait les authentiques des apocryphes. Les audaces en matière spirituelle d'Arnaud ont fait croire à bien des historiens de la médecine que sa médecine aussi sentait le soufre et s'écartait de la médecine ordinaire. Et de fait, les multiples traités qui lui sont attribués à tort, au contenu souvent louche, ont joué inévitablement en faveur de cette thèse. Or, il se trouve que la médecine d'Arnaud peut être considérée sur bien des points comme le paradigme de la médecine universitaire médiévale, selon la formule du même Paniagua. Bref, sa haute qualité intellectuelle, médicale et malgré tout religieuse a fait la renommée de celui qui fut à la fois le produit et le promoteur d'une des plus riches périodes de l'université de Montpellier. Une bibliothèque importante, ce sera notre deuxième point, et autre curiosité. Ce que l'on sait en tout cas de son œuvre, c'est qu'Arnaud de Villeneuve attribuait une grande importance à la documentation écrite, entendue au sens large, et à la diffusion de ses œuvres. C'est de son vivant qu'il a veillé lui-même à en assurer la diffusion. Il apparaît qu'à la clé de cette forte volonté de diffusion se trouve le discours de l'autorité, indispensable pour l'affirmation de théories spirituelles qui lui ont valu tant de déboires. Ce discours s'imposait sans doute aussi pour renforcer sa propre autorité de médecin face à d'éventuelles accusations de charlatanisme. Une originalité de la bibliothèque d'Arnaud, telle qu'elle est connue d'après l'inventaire de 1311-1372, c'est-à-dire après décès, est la façon dont s'y reflète la variété et la richesse des centres d'intérêt du médecin, à telle enseigne que les écrits proprement médicaux, y compris les siens propres, ne représentent qu'une minorité
par rapport aux autres catégories d'ouvrages, ce qui distingue cette bibliothèque des collections des médecins de son temps. Par ailleurs, l'inventaire de ses biens après décès, qui offre la liste de ses livres, de ses vêtements et autres effets, révèle un élément important pour l'objet de notre étude. Nous pouvons lire dans l'édition de son inventaire, traduit du latin, dans un petit coffret, nous avons trouvé une petite boîte pleine où il y avait avec de la soie 2 anneaux d'or avec des pierres, l'une de petite taille, l'autre de taille moyenne, une assez grande quantité de perles réduites en petits morceaux et 6 pièces d'or avec des figures de lions. Le fameux lion. Un autre témoignage touchant de près Arnaud de Villeneuve est constitué par l'inventaire des biens de Jean Blaise, le neveu de son épouse Agnès de Villeneuve. Ce médecin, mort en 1341, a été notamment le médecin du roi Robert, comte de Provence. Il est resté en tous les cas toujours très près d'Arnaud et a été même influencé par la médecine de son oncle. Pour en revenir à son inventaire, il a été rédigé de la main même de son propriétaire en 1337. Or, parmi ces biens, on découvre 7 sceaux imprimés de la figure du lion dans de l'or et 12 dans du cuivre, comme il est écrit, et Jean Blaise précise que ces sceaux sont efficaces contre le mal de rein, surtout, ajoute-t-il, ceux qui sont en or. Il a emporté lui-même plusieurs accrochés à la ceinture. Donc l'histoire des sceaux, les circonstances, et là on est très bien renseigné en fait sur les circonstances de ce traitement. Quand il est à Rome auprès du pape Boniface, Arnaud, en juin 1301, soulage le pontife de ses coliques néphrétiques. Aujourd'hui, les historiens connaissent bien cet événement curieux de la vie d'Arnaud de Villeneuve et qui a fait grand bruit. Le jour où il a prescrit au pape, qui souffrait donc d'un calcul rénal, un sceau astrologique. Le récit de l'événement est en effet rapporté par un envoyé du roi d'Aragon, Géraud d'Albalat, à la cour pontificale. Dans la lettre qu'il fait parvenir à son souverain, Jacques II, peu après les faits, on peut lire « Quelques cardinaux me dirent encore que le pape leur avait dit aussi que le maître, vous voyez les différents qui dit que, Arnaud, peu après la fin du mois de juillet, tandis que le soleil se trouvait dans le signe du lion, avait fabriqué pour lui un sceau, denarium en latin, et une ceinture, bracalée en latin aussi, pour que lorsqu'il les porterait, il ne sentit plus dès lors le mal de pierre, l'équivalent donc avec le nom des coliques néphrétiques. De cela, les cardinaux, ajoute Gerbaud, furent très étonnés, tant au sujet du maître, qui se mêlait de telles pratiques, que du pape. Comment ce dernier avait-il pu rendre public de telles choses, et qui plus est les approuver? Et ces cardinaux de déplorer que maître Arnaud fût venu à la curie. Un peu plus loin, Géraud d'Albalat rapporte les propos même de Boniface VIII. J'ai, c'est le pape qui parle, trouvé un Catalan, Arnaud de Villeneuve. Il m'a fabriqué des sceaux d'or et une ceinture que je porte et qui me préserve de la pierre, de la douleur de la pierre et de nombreuses autres maladies. Et il me fait vivre. L'épisode du témoignage écrit de l'envoyé du roi d'Aragon est très intéressant pour 2 raisons. C'est d'abord la stupéfaction des interlocuteurs du pape, directs, les cardinaux, ou indirects, l'envoyé du roi d'Aragon. Les premiers réagissent en prélats qui condamnent à mots couverts les pratiques, sentant le souffle, car les traitements quelque peu déviants, comme l'usage de ces sceaux à dimension astrologique, étaient proscrits depuis longtemps par l'Église, sans beaucoup de résultats, on le voit. Et ils supportent mal de ne pas voir le pape dans les mêmes dispositions qu'eux. Quant au témoignage même du pape, il est d'une clarté évidente. Par sa conclusion même, il me fait vivre. Facit me vivere, ou revivre peut-être, quand on sait qu'une douleur continue et aiguë tend à omnibuler l'esprit dans un corps malade, paralysant l'action publique et pastorale qui ressortit aux missions d'un pape, et l'empêchant dès lors d'assumer pleinement ses fonctions. Cette brève phrase signe la reconnaissance que le pontife éprouve pour le médecin qui l'a sauvé des violentes douleurs. Mieux même,
Le pontife demande à Arnaud de rédiger un ouvrage, Contra Calculum, contre le calcul, dans la villa papale de Scursola, ce que fera naturellement le médecin catalan, mais sans parler des sceaux de Lyon. Nous y reviendrons. Le lion fait référence bien sûr au signe astrologique du même nom, signe que parcourt le soleil, Géraud le savait, en juillet, date du traitement. Enfin, le soleil, c'est plutôt dans son mouvement apparent autour de la Terre, c'est ce que pensaient les anciens et les hommes du Moyen-Âge. Avant de passer au témoignage même d'Arnaud sur les sceaux dans ses ouvrages, sur ses témoignages même de ses utilisations, faisons un détour par la médecine astrologique. La médecine médiévale est l'héritière directe de celle de l'Antiquité, de ses sciences et de ses pseudosciences. Même dans les cas où l'on peut établir des diagnostics, les traitements sont plus que rudimentaires et le resteront encore longtemps. Le médecin prescrit du vin chaud, du bouillon et préfère s'intéresser, en tout cas si l'on en croit les écrits qui nous ont été transmis, à la prévention avec les régimes de santé qui font florès dans les fonds anciens des bibliothèques de médecine. Le seul remède sur lequel nous ayons conservé des témoignages est la fameuse Théria, qui n'est pas une création médiévale, qui existait déjà dans l'Antiquité. En fait. Ce remède, qui doit son nom à sa propriété de combattre les effets des morsures de bêtes sauvages, terre voulait dire en grec bête sauvage, son utilisation a débuté au 1er siècle de notre ère. On prétend qu'inventée par Mithridate, elle a été vulgarisée par le médecin de Néron, donc deuxième moitié du 1er siècle de notre ère, médecin qui répondait au nom d'Andromaque. Galien, à son tour, un siècle après, en donne une formule qui subit ultérieurement bien des changements, mais le remède comprend toujours, pour ceux qui sont intéressés, de la chair de vipère, des extraits d'une 60aine de plantes préparées en un électuaire polypharmaque, comme on l'appelait. Pour le reste, le médecin du Moyen-Âge, et comme avant lui celui de l'Antiquité, est plutôt démuni. Or, les anciens avaient remarqué depuis fort longtemps les phénomènes qui annoncent dans la nature l'arrivée des saisons, par exemple. Ce mouvement a été jugé, l'arrivée des saisons est liée en fait au mouvement apparent du Soleil autour de la Terre, en réalité au mouvement de la Terre autour du Soleil, que les anciens considéraient comme un cercle, alors que c'est une ellipse. Et malgré tout, les anciens avaient vu que le passage de la Terre ou du Soleil, peu importe, aux points équinoxiaux, aux solsticiaux, c'était ces points-là qui marquaient le début d'une saison, et la durée inégale des saisons avait été bien calculée. Donc on ne peut pas penser que les anciens, en fait, c'était des hommes de la préhistoire. Ils avaient quand même un certain bagage, on va dire, scientifique. Ils avaient aussi remarqué l'influence des marées, de la Lune sur les marées. L'influence du mouvement de la Lune autour de la Terre sur les marées. Ça n'est pas une découverte récente, c'est une découverte, une observation d'une grande antiquité. Par extension à l'homme, les stoïciens en leur temps ont élaboré la théorie de ce que l'on a appelé la sympathie universelle, entendons par là l'influence généralisée du ciel, le soleil, la lune, les planètes, les étoiles même par leur configuration et leur placement les uns par rapport aux autres, influence généralisée sur la Terre et spécialement bien sûr sur l'eau. Les astrologues ne vont pas tarder à s'immiscer dans ce cadre scientifico-philosophique et un certain nombre d'éléments de leur mantique astrale seront convoqués pour soigner, ou plus exactement, chercher à soigner, voire prétendre soigner les différentes maladies. En médecine, une curieuse pratique astrologique a connu un extrême succès. Elle consiste à établir des correspondances entre chaque partie du corps humain et chaque signe du zodiaque. C'est ce que l'on appelle la mélothésie zodiacale. Tout se passe comme si le ruban zodiacal, le zodiaque, les signes sont dans une large bordure de 12 degrés,
ciel. Et donc si on sort le ruban du ciel et si on le déroule sur le corps humain, on fait correspondre le bélier, la tête du monde, avec la tête, et puis ensuite on déroule tout, et les pieds sont liés avec les poissons. On en a conservé des témoignages, bien sûr, à peu près chez tous les astrologues. Je vous cite le texte d'un astrologue du IVe siècle, Firmicus Maternus, dont on a conservé l'intégralité du traité d'astrologie. Nous devons l'expliquer, écrit-il, quelles parties du corps humain sont logées dans les 12 signes. Cela est en effet extrêmement utile pour l'apotélesmatique, c'est-à-dire pour les horoscopes. Surtout, c'est important, quand on veut découvrir l'emplacement d'une maladie ou d'une infirmité. La tête de l'homme se trouve dans le bélier, la nuque dans le taureau, les épaules dans les gémeaux, le cœur dans le cancer, la poitrine et l'estomac dans le lion, le ventre dans la vierge, les reins, les vertèbres dans la balance, les parties naturelles dans le scorpion, les cuisses dans le sagittaire, les genoux dans le capricorne, les jarrets dans le verseau, les pieds dans le poisson. Dans les poissons, voilà comment tous les membres de l'homme sont répartis tout au long de ces signes. Ce qui est exprimé ici en termes de localisation était énoncé déjà avant lui au 1er siècle par Manilius, un astrologue du 1er siècle à l'époque d'Auguste, 1er siècle de notre ère, qui a écrit lui aussi le premier traité d'astrologie, mais en vers, en fait, un hexamètre dactylique. Chaque membre obéit à leur empire propre, sur chaque partie du corps entier, ils exercent une force spéciale, et de continuer par l'évocation des mêmes associations. L'efficacité de ces associations en médecine interroge. Est-ce que ces couplages prédisposent à certaines affections en fonction du moment de l'année ou en fonction de l'heure du jour, puisque de toute façon, la Terre, dans son mouvement autour sur elle-même, fait parcourir, fait rencontrer, en fait, rencontre chacun des signes du zodiaque, on n'en sait rien. De toute façon, personne ne savait comment ça fonctionnait. Selon Boucher-Leclerc, le grand historien de l'astrologie grecque, ce serait la position de la Lune qui activerait en quelque sorte le rapport entre le signe zodiacal et la partie du corps qui lui est associée. En tout cas, il faut savoir que ce système, d'origine sans doute égyptienne, est l'un des dogmes astrologiques qui a eu la vie la plus longue, comme en témoignent les nombreux dessins qu'on trouve dans les manuscrits. Les Montpelliérains trouveront également, dans une des vitrines de l'Institut Maïmonide, rue du Palais des Guillaumes, la reproduction d'un manuscrit hébreu, d'un folio d'un manuscrit hébreu avec une représentation analogue. Comme en témoigne aussi l'illustration de certains livres au Moyen-Âge et à la Renaissance. Je pense ici au fameux livre d'heures du duc de Berry, commandé par le duc dans les années 1410, donc début du XVe siècle. Le livre d'heures, je le rappelle, est un livre liturgique destiné aux catholiques laïcs et qui leur permet de suivre les prières liées à chacun des moments de la journée. Qu'il vous suffise, puisqu'on n'a pas d'image à montrer, qu'il suffise au public de chercher sur Internet et de taper exactement les très riches heures du duc de Berry pour voir la magnifique et étonnante miniature dont je vais vous parler et qui figure au verso du folio 14, sous le titre, en tout cas dans la notice de Wikipédia, l'homme anatomique ou l'homme zodiacal. Il n'y a pas de titre en fait dans le livre d'heures du duc de Berry. Dans un ovale entouré d'une bande où figure chacun des signes du zodiaque, du bélier au poisson, apparaît un jeune homme dans cet ovale, dos à un miroir. Son corps nu est couvert des 12 signes du zodiaque, du bélier au poisson, répartis de la tête aux pieds, comme on l'a trouvé exposé chez les astrologues. Une légende distribuée dans chacun des 4 équinçons met en rapport chaque constellation avec un tempérament du corps, bilieux, mélancolique, sanguin ou phlegmatique, ce qui témoigne du lien intrinsèque de la mélothésie avec la médecine.
Donc, assurément, les médecins avaient depuis longtemps remarqué l'importance des saisons sur les affections. Mais les praticiens dignes de ce nom ne s'intéressaient guère à la mélothésie, qui débouchait en réalité sur une thérapeutique à caractère magique. Effectivement, toute une partie de la pharmacopée est liée aux influences astrales, le tout constituant ce qu'il est convenu d'appeler du nom barbare de iatromathématique, et que Boucher-Leclerc définit, je le cite, comme une soudure de magie avec l'astrologie. Quels éléments astrologiques entrent dans l'application par Arnaud de Villeneuve des sceaux concernant l'affection par les coliques néphrétiques du pontife. Pour répondre à cette question, je vais voir quelles sont les références aux sceaux que donne Arnaud lui-même, puisqu'il n'en parle pas dans le fameux Contre le calcul. Les références aux sceaux dans les œuvres d'Arnaud se rencontrent dans 4, voire dans 5 de ses œuvres authentiques. La plus connue, le Speculum Medicine, dans le Liber de parte operativa, dans les Aphorismi Particulares et l'Antidotarium, auquel il faut peut-être ajouter, si c'est un texte authentique, le De Judiciis Astronomiae. On vérifie en tous les cas que le Contra Calculum n'en fait pas partie, comme on l'a dit. Donc je m'intéresserai au passage extrait des 2 premiers livres, des 2 premiers livres dont je viens de donner les titres. Que dit notre praticien dans son Speculum Medicine, l'un de ses textes les plus importants, fondamental même pour comprendre la médecine arnaldienne. Sans entrer dans l'explication assez complexe sur les 2 versants de la thérapeutique qu'Arnaud développe au chapitre 18 de cet ouvrage, et qu'il subdivise encore en 2, les médecines, entendons les traitements qui agissent par leur complexion et celles qui agissent par une propriété, que ce soit en acte ou en puissance, et là on retrouve le lexique aristotélicien. Il faut préciser simplement que les premières, les médecines qui modifient par une complexion un acte, partagent au moins une caractéristique avec les autres, ni les unes ni les autres n'ont besoin de subir de modifications préalables de la part du corps qu'elles vont modifier. C'est loin d'être simple, je le reconnais, d'où l'exemple donné par le praticien des parties guénées, comme il les appelle, d'un corps qui chauffe un autre corps à la distance qui convient. Ce qui est suivi d'un exemple de ces corps justement agissant par leur complexion, et il en va de même pour les médecines qui agissent d'après leur propriété ex proprietate. Et c'est là qu'intervient le passage qui m'intéresse. De la même manière, écrit Arnaud, les choses qui opèrent par leur propriété comme un petit chien posé sur l'estomac chauffent celui-ci, alors que ce petit chien n'a pas été transmuté, n'a pas été modifié par le corps. Ainsi, le corail, appliqué de la même façon sur l'estomac, le libère et le guérit de la douleur. Ainsi, le cuir du loup apposé sur le ventre apaise la colique. C'est alors qu'intervient le sceau astrologique, et le sceau du lion, rapporté par Hermès, si on l'applique sur les reins, apaise aussitôt les douleurs chez ceux qui souffrent d'un calcul. Remarquons la référence à la tradition hermétique qui se référait souvent aux figures pseudo-égyptiennes de Nekepso et Pétosiris, pseudo-historiques d'ailleurs aussi. En outre, comme on peut le constater ici, le sceau intervient comme un traitement parmi d'autres. Le groupe sceau du lion est-il une dénomination générique? Ce que nous avions compris, c'est que le complément du lion référait à la période à laquelle il a été fabriqué ou appliqué. Voilà qui n'est pas clair. En tout cas, le sceau astrologique n'est pas mis spécialement en évidence dans un but pratique en soi, mais figure comme une illustration parmi d'autres d'un phénomène traité ici de façon théorique. Arnaud ne donne d'ailleurs aucun détail sur la fabrique du sceau, ni sur son apparence, ni sur sa matière, ni sur les conditions astrologiques qui président à sa fabrication et à son application. On peut déduire que le fait que ce sceau intervienne dans ce développement sur les opérations provenant de la forme spécifique paraît, à première vue, écarter l'hypothèse d'une source où figureraient des rituels
en vue de tel ou tel soin. On pourrait, à la suite de Bruno Delmas, qui a étudié particulièrement les médailles astrologiques, tirer du constat de la place, somme toute annexe, qui est réservée ici au Sceau, l'idée que précisément l'acceptation et la connaissance astrologique allaient de soi au point qu'on peut l'utiliser comme un exemple illustratif. Mais cela ne change rien à la conclusion que d'un point de vue médical, Arnaud ne donne pas dans ce passage de place centrale au sceau astrologique. Dans le second ouvrage, Le Liber de parte operativa, probablement une œuvre tardive et inachevée, Arnaud de Villeneuve annonçait son intention de passer en revue les maladies dont on a parlé, les maladies de la tête aux pieds, dans une distribution qui pourrait évoquer la mélothésie zodiacale dont on a parlé, mais qui était en fait dans la pratique détachée totalement de cet ancrage astrologique, car la distribution de la tête aux pieds constitue le plan général des traités de médecine. Mais ici, le traité s'arrête à la tête, un seul chapitre sur les douleurs d'estomac paraissant être l'amorce du projet avorté. Et en définitive, tel qu'il est arrivé jusqu'à nous, le Liber de parte operativa demeure une espèce de traité psychiatrique où les troubles du cerveau sont étudiés méthodologiquement, définition, étiologie, sémiologie, thérapeutique. Avant le passage qui nous intéresse, le médecin catalan a fait la distinction entre vertu spécifique, donc liée à une espèce, et vertu accidentelle ou individuelle. Il faut bien entendu entendre vertu au sens de qualité, de propriété. Les deux proviennent de la même source, les influences astrales dans les corps disposés à recevoir les propriétés qu'elles charrient potentiellement. Si la première vertu ressortie aux influences qui ont pu agir sur l'individu est conduite à une connaissance astrologique, à une connaissance du versant... ressortir aux influences qui ont pu agir sur l'individu, il conduit à une connaissance astrologique, à une connaissance du versant sémiologique de l'influence astrale. En traquant les propriétés occultes dans les différents domaines sur Terre, minéral, animal, végétal, Arnaud finit par proposer un véritable programme de magie astrologique clairement évoqué dans ce passage. Je cite. Un agent ne peut procéder qu'au moyen de corps façonnés par les vertus des corps supérieurs ou des parties du ciel. Vous voyez que là, le style d'Arnaud est loin d'être simple, je trouve. C'est la raison pour laquelle les impostures des magiciens, les illusions des enchanteurs, les méfaits des maléfices et aussi les impressions qui provoquent des fascinations n'ont pas d'efficacité, même si les démons y apportent leur concours. Les impostures sont donc explicables par la mauvaise utilisation des propriétés occultes des choses. De tout son raisonnement, dont je n'ai cité qu'une brève partie, Arnaud tire un enseignement pour le problème psychiatrique qui le préoccupe. Un minéral, un végétal ou un animal peut, en raison d'une disposition spécifique ou individuelle, acquérir des astres un pouvoir susceptible de bloquer l'action normale d'une fonction, de suspendre l'action normale d'une fonction. Les deux exemples donnés pour illustrer son propos sont le diamant, dont la présence ne permet pas à l'aimant d'attirer le fer, et le sceau du lion. La présence du sceau du lion, est-il écrit, apposé sur les reins, ne permet pas au sens de percevoir la lésion du calcul. Le sceau du lion est donc introduit comme exemple d'une action occulte qui entrave, qui suspend l'exercice normal d'une action organique. À la suite de cet exemple, Arnaud cite des amulettes naturelles, des suspensions, la présence de plantes, de membres d'animaux, de pierres qui, liées au corps, comme on le trouve dans son texte, suspendus et cousus aux habits, empêchent les organes de la génération d'exercer leur fonction. Donc véritablement des amulettes contraceptives. Pour en revenir au sceau, dans sa présentation et en dépit du caractère étonnant de son introduction aux côtés de l'aimant, dont la propriété évoquée n'a rien de médical en fait, c'est donc bien un médecin soucieux d'évoquer de façon détaillée le fonctionnement d'un processus physiologique
Carnot rend compte de l'action du sceau à l'égard de la douleur rénale. Arnaud interprète cette donnée magique en expliquant médicalement et philosophiquement l'effet suspensif de la faculté de sentir que provoque le sceau du lion. Ce n'est pas sur la maladie qu'agit le sceau, mais sur le ressenti, sur la douleur. Il fonctionne donc ici comme un antalgique. Bref, dans ce parcours, et j'arrive à ma conclusion très rapide de 2 passages d'Arnaud de Villeneuve, on constate que ce médecin utilise une théorie physique, une théorie philosophique, modulée par la pensée d'Aristote, je l'ai souligné au passage avec la dualité puissance et acte, pour l'appliquer à sa pratique médicale. Les sceaux, quand ils sont mentionnés, ne le sont qu'exceptionnellement comme un élément en plus dans des sections exclusivement thérapeutiques. Du reste, cette façon de nommer les sceaux n'est pas sans évoquer le seul sceau fabriqué quand le soleil est dans le signe du lion, pour soulager les douleurs du pontife, ce qui laisserait penser que le médecin n'a fabriqué que ce seul sceau. S'il n'est pas question ici de nier qu'Arnaud ait cru à l'efficacité naturelle de ce procédé, ni même qu'il ait mis en pratique, l'ensemble de son œuvre montre cependant que ces procédés n'occupent pas une place cardinale dans sa réflexion, que ces procédés n'ont dû constituer, aux yeux du médecin scolastique qu'il était, qu'un des moyens d'appoint empirique. Il est donc vraisemblable que les sceaux astrologiques, pour spectaculaire que soit leur utilisation, souvenons-nous de la perplexité scandalisée de l'envoyé aragonais, sont demeurés un procédé marginal, voire unique, dans la théorie et la pratique médicale d'Arnaud de Villeneuve. Laissons le mot de la fin à Juan Paniagua. L'efficacité de son action clinique, écrit-il, recherchée et louée par 3 papes et plusieurs rois, la haute qualité de son œuvre médicale, écrite, que nous pouvons apprécier encore pour ce qu'elle est parvenue jusqu'à nos jours, et aussi la vivacité et la profondeur que son magistère oral et écrit a dû avoir, ont laissé une marque profonde dans cette université, laquelle, bien qu'elle soit si riche en maîtres illustres, porte le nom d'Arnau de Villanova, fortement marqué dans ses fastes. L'estime professée à sa mémoire est une constante à travers les siècles dans cette école de médecine dont la splendeur scientifique a été si puissamment illustrée par Arnaud de Villeneuve. Fin de citation de Juan Paniagua. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, chère Béatrice, pour cette conférence passionnante. Le témoignage du pape, c'est quelque chose. Et la description à peine ébauchée des bibliothèques, un thème que j'affectionne particulièrement, celle d'Arnaud et de Jean Blaise, mettent l'eau à la bouche, si je puis dire. Mais je connais l'étude de Donia. Oui, voilà, sur les bibliothèques, effectivement. Oui, j'accroche je voudrais, s'il m'est permis, à propos de l'importance du signe zodiacal du lion, donner une petite incise sur la documentation provençale, où on a un exemple de cette vogue du signe zodiacal du lion. J'avais analysé il y a quelques années, en 1979, il y a longtemps, dans le Diable au Moyen-Âge, Sénéfiance numéro 6, d'après une copie de documents dont les originaux se trouvent au Vatican, et la copie est conservée à la Mégane d'Aix-en-Provence. Nous avons un procès de magie en 1318, intenté devant la cour de Rome, à Robert de Mauvoisin, archevêque d'Aix. Alors il est accusé de bien des maux, de simonie, de scandale public, de blasphème, de dilapidation de biens d'église, de scandaleuses parties de chasse, et en dernier lieu, de magie et de sorcellerie. Dans ce procès, on a trouvé suspect sa complaisance envers des devins, des magiciens, des astrologues, et évidemment, il y a un juif parmi eux, Mossé de Tretz, qui est impliqué, même si le prélat consulte des astrologues tant juifs que chrétiens, je cite. Alors, Mossé de Tretz
relate comment Robert de Mauvoisin s'est enquis auprès de lui de sa bonne fortune à venir, de sa propre longévité et même de celle du pape. Des promesses de paternité de son frère, il désirait un neveu, et il enjoignait à Mossé de Tresse de lui prédire le déroulement de ses visites pastorales, des pérégrinations au cours desquelles, j'y arrive, Mossé va lui prédire de riches présents, d'or, évidemment, de surcroît, l'or, parce qu'à ce moment-là, je cite, ils sont tous sous le signe du lion, et que le lion est le plus noble des animaux. Fin de citation. Alors Robert est totalement séduit, il lui demande dans la foulée d'inscrire sur son anneau pastoral des signes hébraïques qui lui seraient bénéfiques. On approche de signes kabbalistiques. Donc, cet exemple prouve la prééminence du signe zodiacal bénéfique du lion. Mossé prédit des présents d'or parce que l'on était sous le signe du lion. Alors ce document, moi je l'avais étudié d'après une copie. Par la suite, Joseph Chasminaire est allé carrément au Vatican, il a travaillé sur l'original. Et récemment, en 2012, Jean-Patrice Boudet et Julien Théry ont soumis ce texte à l'examen de profondes investigations. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ce texte, et j'ai fini, c'est que Mossé de Tresse dit que pour ses prédictions adressées à l'archevêque, je cite, il aurait utilisé un cadran dont la version originale a été mise au point en hébreu vers 1288-1293 par Profacius, la boucle est fermée, qui a pris en latin à partir de 1301 le nom de Quadrus Novus. Cela nous permet de mesurer l'impact des travaux savants du dernier des Thibonides sur toute l'ère méridionale. Dès 1318, alors que les Juifs languedociens ont été expulsés brutalement par Philippe le Bel, en 1306, la force intellectuelle des coreligionnaires des terres d'Oc est prégnante et se répand chez les lettrés juifs du comté de Provence. Tout ceci abordé grâce à Arnaud de Villeneuve, que tu nous as présenté magistralement. Un grand merci, et merci au directeur de l'Institut d'avoir permis cette rencontre. Merci, monsieur Yancourt. L'étude de Jean-Patrice Boudet a été publiée. Pas en qualité de j'aurais dû le dire. Ah, d'accord. Chez